Adrien Quatennens, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, cheville ouvrière également de la NUP, l'Union des gauches, on va en parler. On parlera aussi de pouvoir d'achat, d'Europe avec vous, d'une semaine mouvementée aussi que vous avez connue au sein de cette grande alliance. Mais tout d'abord, Adrien Quatennens, un chef ne doit-il pas montrer l'exemple et descendre dans l'arène ou dans la mêlée? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est-il pas candidat aux législatives? D'abord, Jean-Luc Mélenchon, il est là au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Vous me permettez de le résumer. L'élection présidentielle n'a rien réglé. C'est-à-dire que le 10 avril, on a vu émerger 3 blocs politiques. Le bloc ultralibéral Emmanuel Macron, le bloc d'extrême droite incarné par Madame Le Pen et ce bloc populaire que nous avons commencé à regrouper lors de l'élection présidentielle. Or, nos institutions sont calibrées pour l'opposition entre 2 blocs. Sauf qu'il y en a 3. On pourrait même en ajouter un 4e, les abstentionnistes. Donc le second tour et sa nature, entre M. Macron et Mme Le Pen, a rendu impossible les ruptures écologiques, sociales, démocratiques qu'il faut opérer. Donc au sortir de cette élection, vous avez des millions d'électeurs qui sont sur le carreau, qui voulaient l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, le blocage des prix, la planification écologique, et qui se sont dit c'est terminé. Ce que permet le score de Jean-Luc Mélenchon, 22% l'élection présidentielle et plus de 7 millions de voix, c'est de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est grâce au score de Jean-Luc Mélenchon que nous avons pu continuer à regrouper ce bloc populaire. Et donc, pour résumer les choses, Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin d'être candidat aux élections législatives pour concourir au poste de Premier ministre, puisque d'ailleurs plusieurs Premiers ministres dans la Ve République n'ont jamais été députés. C'est le cas de celui qui est encore actuellement Premier ministre. Tous les Premiers ministres de la cohabitation l'ont été. Oui, mais je veux dire, ça n'est pas incompatible. Ça va aussi lui permettre, Jean-Luc Mélenchon, de s'impliquer sur toute la campagne et de se déplacer librement. Ça doit faire. Mais pour que ce soit très clair, parce qu'il y a des gens qui, du coup, comprennent pas bien les choses ou trouvent ça trop confus. Donc, je résume les choses. Les 12 et 19 juin, c'est l'élection qui va trancher le mandat politique pour les 5 prochaines années. Et il n'y a pas d'automaticité au fait que le président de la République élu obtienne une majorité. Il y a des élections législatives, c'est pas pour faire un cadeau au président de la République. Logique, normalement, Adrien Quatennens. Les gens comprennent peut-être pas toujours les choses, mais là, s'il n'y va pas, c'est peut-être aussi parce qu'il a peur de la défaite à Marseille. Vous pensez franchement qu'avec le résultat qu'il a obtenu dans sa circonscription, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait 54% dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Non, par contre, il passe la main sur ce territoire, sur cette circonscription, à mon camarade Manuel Bompard, parce que, disons-le aussi, Jean-Luc Mélenchon est de ses responsables politiques qui ont pris soin de prévoir la suite et d'avoir notamment une nouvelle génération et plusieurs visages de cette nouvelle génération très capables de faire le travail à l'Assemblée. Juste permettez-moi, M. Bocoté, donc de résumer. Les 12 et 19 juin, l'élection législative, du fait de ce que je viens de dire, va, quoi qu'on en pense, et quoi qu'en pense le président de la République, fonctionner comme un 3e tour de l'élection présidentielle, parce que dans la Constitution de la Ve République, le Premier ministre conduit et détermine la politique du gouvernement. Donc je résume, les 12 et 19 juin... Oui, mais alors, bien sûr, vous avez raison, Sam Mabrouk, mais sauf que les 12 et 19 juin, si les Français élisent une majorité de députés de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, alors le Premier ministre sera issu de cette formation. Si Emmanuel Macron pense à vous. Non, mais je ne suis pas dans l'ironie. Mais bien sûr, mais nous sommes en accord au sein des différentes formations qui se sont associées dans le cadre de la nouvelle Union populaire pour que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un dernier tour de piste pour Jean-Luc Mélenchon? Non, il ne se présente pas une dernière fois. Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, au revoir. Le problème n'est pas tant de savoir... Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Quand on dit Élysée, Mélenchon, Premier ministre, évidemment, il y a un certain plaisir pour nous à voir Jean-Luc Mélenchon s'installer à Matignon, mais tout le monde comprend que ce n'est pas ça le sujet. Un peu quand même. À travers Mélenchon à Matignon, c'est le blocage des prix, parce que votre invitée précédente n'en a pas parlé, mais si vous voulez aujourd'hui, qu'a-t-on sous les yeux? Une France dans laquelle en un an, le prix des pâtes a augmenté de 44%. J'ai noté la semoule, les céréales, plus 32%, l'huile, plus 25%, la farine, plus 18%, le prix du carburant qui est encore à 2 €, souvent au moins, à la pompe. Bref, M. Macron n'a pas l'air de s'en soucier, mais les Français sont pris à la gorge. Et donc, il faut les soulager rapidement. Et à toutes celles et ceux qui attendaient de l'élection présidentielle ces solutions et qui ont pensé que c'était terminé, ce que nous sommes en train de faire, c'est envoyer un signal puissant à travers tout le pays qui consiste à dire « Mesdames et messieurs, non, ce n'est pas terminé. Si vous avez voulu tout ça, vous pouvez encore l'obtenir grâce aux élections législatives. » De la même manière, quand vous voyez que la France est en état de sécheresse dans 6 départements, la planification écologique ne peut plus attendre. Ça veut dire que le projet de la NUP, de cette union des gauches, c'est le projet exactement que vous avez porté à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, d'une gauche radicale et d'une extrême gauche, comme disent certains. Ça veut dire en tout cas que dans la discussion avec nos partenaires,
nous n'avons pas souhaité simplement un accord électoral. L'accord électoral est une conséquence d'un accord programmatique et stratégique. Et oui, compte tenu du fait que l'élection présidentielle, à 2 reprises, Sonia Mabrouk, parce que quand c'est arrivé en 2017 qu'une gauche de rupture incarnée par Jean-Luc Mélenchon soit en tête, certains pouvaient se dire c'est un accident de l'histoire. Ça n'était pas le cas, mais quand ça arrive par 2 fois, on voit que le centre de gravité de ce camp-là, de ce bloc populaire, il est dans une gauche de rupture. Donc le programme qui est un programme gauche de rupture, partagé, pas extrême gauche, Adrien Quatennens. Non, pour la raison très simple que nous ne sommes pas l'extrême gauche. C'est ce que dit l'extrême droite, qu'elle n'est pas l'extrême droite. Écoutez, l'extrême droite, elle est l'extrême droite parce qu'il n'y en a pas d'autre. Une extrême gauche dans ce pays, et d'ailleurs, non mais ils sont respectables. Je veux dire, il y a des gens d'extrême gauche dans ce pays. D'ailleurs, certains soutiennent la nouvelle Union populaire. C'est par exemple le nouveau parti anticapitaliste, Lutte ouvrière, et ça n'est pas une insulte, c'est une caractérisation politique. Mais nous ne sommes pas l'extrême gauche. Et quand vous regardez un programme comme celui qui est un programme partagé de gouvernement que nous présentons, où il y a la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 €, la planification écologique, c'est oui un programme de rupture, mais d'une certaine façon, si vous reprenez les grandes heures de la gauche dans ce pays, eh bien, c'est un programme de rupture qui est à ce niveau-là. Permettez-moi de revenir sur les termes utilisés. Le Point, cette semaine, présente une sévère à l'endroit. C'est génial. Mais un instant, Manuel Bompard qualifie le Point, le compare à Minute. L'utilisation, vous avez qualifié, Jean-Luc Mélenchon associe ensuite Le Monde à l'extrême droite. Alors vous avez parlé d'extrême droite. Pour vous, il suffit de vous critiquer en ce moment pour être d'extrême droite. Non, mais regardez, permettez-moi, parce que moi là, j'ai acheté le Point, alors en plus vous le diffusez. On le voit. Mais ceux qui nous écoutent l'entendront pas. C'est le meilleur des sondages, ça. Le déchaînement de haine de la presse de droite. Est-ce que le Point est d'extrême droite ? Écoutez, quand vous avez le Point, alors pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est drôle quand même, qui met la vérité sur Monsieur Mélenchon, l'autre Le Pen, et qui écrit europhobie, nationalisme, charlatanisme. Je crois qu'ils ont oublié, je leur suggère, satanisme, mangeur d'enfants, que sais-je. Non, je vais vous dire une chose. Tout ça, vous pouvez prendre vos airs sérieux. Cette presse-là, écoutez-moi, fait un tweet cette presse-là, en qualifiant le Point de tract d'extrême droite. Qu'est-ce que vous croyez que c'est ? Vous avez lu le contenu ? Moi, je l'ai lu. Vous savez quoi ? Je vais vous dire une chose. Vous, l'extrême droite commence au Point. Non, écoutez-moi, en fait, je m'en fiche. Ce que je suis en train de vous dire simplement. Vous qualifiez la presse, le Point, le Monde de tract. Mais ça, c'est pas de la presse. Franchement, lisez. Mais qui moi, je vais vous dire un truc. Le Point, c'est pas. Attendez, Nicolas Barret. Le Monde, c'est pas de la presse. Les journaux que vous avez là, c'est pas de la presse. C'est pas tous les jours que je vais le faire, mais volontairement, je vais faire de la publicité. Achetez ces 2 journaux, vous allez bien vous marrer, parce que c'est délicieux de caricature. Et je vais vous dire franchement, la trouille que cette nouvelle Union populaire écologique et sociale inspire à ce genre de journaux et à la droite et l'extrême droite dans notre pays. Vous avez quand même une drôle de conception de la liberté de la presse. Mais ils sont accuser Le Monde, Le Point et Valeurs Actuelles de tract. Est-ce que je suis contre leur liberté ? Je suis en train même d'en faire la publicité tellement c'est drôle. Moi, ces 2-là, je vous le dis, je vais les encadrer tellement c'est plein de caricatures. Monsieur Quatennens, la question... C'est le meilleur des sondages. Écoutez-moi, si Jean-Luc Mélenchon arrive, disons... Non mais attendez, juste d'un mot. C'est la première fois, mais elles seront très bonnes, il n'y a pas de problème. Écoutez, vu comment vous les qualifiez, on peut en douter. Mais c'est rigolo, j'ai le droit d'en rire. Eux, ils nous caricaturent incontestablement. Pas pour les journalistes du Point, pas pour les journalistes du Monde. C'est de bonne guerre. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est la première fois que nous abordons, et c'est neuf pour nous, une élection dans la position de favori. Alors je sais qu'il y en a, peut-être comme vous, que ça ne réjouit pas, mais c'est la première fois. Pourquoi vous nous mettez dans cette catégorie, monsieur Quatennens ? Mais je ne sais pas, parce que la manière dont vous ne supportez pas... Non mais écoutez, c'est vous qui ne supportez pas la critique de la presse. Je les supporte tellement que je viens en faire la publicité sur votre plateau avec les 2 unes. Pour m'en moquer, parce que c'est mon droit. Enfin, regardez, franchement, cette une, elle est drôle, tellement elle est pleine de caricatures. D'ailleurs, la une du Point, le photographe, pour reprendre, puisque vous voulez absolument qu'on soit très sérieux, le photographe qui a fait le portrait de Jean-Luc Mélenchon s'est désolidariser de la rédaction en disant j'ai fait ce portrait de Jean-Luc Mélenchon et quand je vois les absurdités qu'il y a à côté... Il suffit de ne pas être d'accord avec vous pour être considéré d'extrême droite. Il suffit de ne pas être d'accord avec vous pour être mis dans un... Vous venez de nous dire, c'est vous aussi, ça vous réjouit. Non, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, avec nous, qui ne sont pas d'extrême droite. Donc, extrême droite, c'est un qualificatif. Je ne suis même pas en train de vous dire que le Point est d'extrême droite, juste qu'ils sont ridicules de caricature, c'est tout. Mais c'est pas grave. Non mais écoutez, franchement, que chacun lise et chacun se fera un avis. Maintenant, encore une fois, je crois que ça passionne pas celles et ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être besoin que la vie change et qui s'intéressent assez peu à notre appréciation respective de la presse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois que nous abordons une élection comme favori, que la dernière fois en 2017, Sonia Mabrouk... C'est plutôt Marine Le Pen qui est en tête ? Ah, pas du tout. Dans les sondages... Après la présidentielle, c'est quand même elle qui... Alors, pardon de vous perturber, Monsieur Barret, mais dans toutes les enquêtes d'opinion et les sondages pour les élections législatives des 12 et 19 juin, dont nous venons ensemble de résumer les enjeux,
c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ne vous en déplaise éventuellement, qui est en tête de tous les sondages. Et j'insiste sur le fait que la dernière fois, en 2017, Emmanuel Macron a eu une majorité absolue avec 32% au premier tour. Et que certains de ces sondages nous donnent à 34%. Donc je dis à toutes celles et ceux qui attendent que la vie change, si vous renouvelez vos votes du mois d'avril au mois de juin, nous arrivons au gouvernement. Sur le fond, c'est important. Le Point fait cette comparaison parce qu'il y a aussi cette comparaison avec Marine Le Pen, il y a des points de convergence quand même sur le pouvoir d'achat. Vous avez la même logique sur le pouvoir d'achat. Elle a des propositions. Mais elle a des propositions ? Oui, Marine Le Pen. Lesquelles ? Écoutez, allez-y, sur les prix. Non, mais vous avez suivi la présidentielle, je ne vais pas refaire le débat. Mais je vais vous répondre, mais dites-moi lesquelles. Elle n'a pas des propositions sur le pouvoir d'achat. Elle a été dire. Perçue en partie, et je dis à travers les sondages, là, comme vous la avez candidate raison. du pouvoir d'achat. Là, vous avez raison, Sanok. Elle est perçue en partie. Ah oui. Et il est vrai que dans ce pays, pour une raison qui m'échappe totalement, il y a des gens qui se figurent que Madame Le Pen va solutionner leurs problèmes du quotidien comme le pouvoir d'achat. Or, dans son programme, je vous le dis et je vais vous l'expliquer et l'argumenter. Ok, j'allais le faire. Vous allez me dire que je suis le tract. Mais si vous voulez présenter le tract de Madame Le Pen, faites-le, mais je peux le faire à votre place. Posez la question, ne soyez pas de mauvaise foi, monsieur. Supportez donc la réponse. Mais supportez les questions. Madame Le Pen, par exemple, sur les prix. Arrêtons-nous à l'instant là-dessus, parce qu'on parlait des prix. Que propose-t-elle ? Madame Le Pen, elle propose la baisse de la TVA. C'est-à-dire, elle propose en quelque sorte que ce soit l'État, sur l'État que repose la charge de soulager l'usager, le bénéficiaire, le client. D'accord ? Mais dans le même temps, ce que Madame Le Pen ne dit jamais, et que vous avez peut-être vu, c'est que pendant que les Français sont serrés à la gorge, que les prix augmentent, vous avez peut-être vu cette semaine aussi que le CAC 40 vient d'annoncer 80 milliards de dividendes aux actionnaires pour l'année 2021, soit, Sonia Mabrouk, une augmentation de 84%. D'accord ? Madame Le Pen n'a rien à en dire. C'est-à-dire qu'à la différence de nous qui proposons le blocage des prix, ça veut dire la course au profit et les dividendes vers ses actionnaires quand la masse du peuple souffre, c'est terminé. C'est plus que des nuances. Madame Le Pen est l'autre candidate, elle ne l'est plus, mais elle était l'autre candidate des riches dans cette élection. Madame Le Pen vient sur vos plateaux, elle est contre l'augmentation des salaires. Madame Le Pen est contre l'augmentation du SMIC. Madame Le Pen est contre le dégel du point d'indice. Macron, pour le poids, j'avais eu l'occasion, j'avais eu l'occasion de dire, Mathieu Bock-Côté, lors de la campagne présidentielle, que Marine Le Pen, c'était en quelque sorte du macronisme repeint en bleu marine, c'est-à-dire, grosso modo, économiquement, d'ailleurs on l'a vu dans leur débat télé, sur le pouvoir d'achat, ils étaient assez convergents. Moins, effectivement, les obsessions identitaires de Madame Le Pen. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous n'avons rien à voir avec ça. Et je veux le dire à toutes celles et ceux que Jean-Luc Mélenchon a souvent appelés les fâchés pas fachos. C'est-à-dire des gens qui ne partagent pas la vision identitaire ou ethniciste de Madame Le Pen, mais qui, pour plein de raisons, pensent qu'elle va solutionner leurs problèmes de pouvoir d'achat. Cette femme ne va rien solutionner. La dernière fois qu'il y a eu un débat important sur les retraites à l'Assemblée nationale, on ne l'a pas vu dans les débats. Donc, voter pour Madame Le Pen, ça ne sert à rien. D'ailleurs, regardez, dans cette élection législative, quelle est l'ambition de Madame Le Pen ? Vous l'avez entendu ? Madame Le Pen elle-même presque appelle à voter pour les candidats d'Emmanuel Macron. Elle a dit l'autre soir sur TF1, eh bien oui, c'est la tradition, le président doit avoir une majorité. Mais non, Madame Le Pen, concourir au poste de Premier ministre, c'est nécessaire. Les gens ne vont pas sortir d'enthousiasme pour aller voter, simplement pour vous offrir un groupe à l'Assemblée. Par contre, pour mettre Mélenchon en Matignon à appliquer ce programme, ils vont le faire. Eh bien, une pause, comme ça vous permettra de reprendre votre souffle, et nous également, et de continuer d'évoquer d'autres sujets, évidemment pouvoir d'achat, mais aussi une semaine mouvementée pour l'Union des gauches, et on se retrouve dans quelques instants. Et notre invité, le coordinateur de la France Insoumise, député du Nord, candidat aux législatives, cheville ouvrière justement de l'Union des gauches appelée la NUP. À ce sujet, Adrien Quatennens, il y a une semaine mouvementée après les révélations d'accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Taha Bouaf, proche de la France Insoumise, qui devait être investi aux législatives. Un comité de suivi de votre parti s'est chargé de suivre cette affaire. Et on s'interroge, est-ce que chez les Insoumis, la justice se fait entre soi ? Ça n'est pas la justice, Sonia Mabrouk. D'abord, c'est très sérieux, puisque en effet, nous avions l'intention et nous défendions la candidature de Taha Bouaf pour ces élections législatives, mais le 7 mai, donc samedi, nous avons le comité de suivi des violences sexistes et sexuelles, qui est une instance de la France Insoumise en partenariat avec des associations qui nous permet de traiter ce genre de cas, a été saisi d'accusations contre lui. Ça s'est passé le samedi 7 mai et nous avons appris que 2 jours plus tard, le 9 mai, il a été confronté aux accusations contre lui. On lui a fait savoir que la France Insoumise se réservait le droit de ne pas l'investir et de lui-même, il a fait le choix
de renoncer. Donc tout de même, les choses ont été traitées en 5 jours. Ça n'est pas de la justice, c'est de la politique. Parce que nous avons des décisions politiques à prendre. C'est pas à la justice de s'occuper de tel cas, c'est de la politique. Notre tâche à nous, c'est d'accompagner les femmes qui prennent la parole et, si elles le souhaitent, de les accompagner pour des démarches judiciaires. Pourquoi vous ne les encouragez pas, Adrien Quatennens? J'allais dire, c'est l'essence même du combat. À aller en justice, oui. Bien sûr. Mais nous les encourageons, nous les accompagnons. Vous dites que l'affaire est réglée en 5 jours. Elle est réglée politiquement. C'est-à-dire que Taha Bouaf n'est plus candidat pour les élections législatives. Et d'ailleurs, Chana Mabrouk, juste d'un mot, nous ne nous substituons pas à la justice doit faire son travail. Nous devons protéger la parole de ces femmes et les accompagner si c'est nécessaire. Et je veux saluer le difficile travail, Chana Mabrouk, qui a été réalisé par ce comité de suivi, et notamment par Clémentine Autain, parce que c'est un travail difficile. Donc, on est vraiment c'est de la un peu justice étonné. privée. Oui. Non. Et d'ailleurs, on a entendu chez certains des partisans de la France Insoumise qui disent la justice, globalement, peut-on encore lui faire confiance? Donc, on prend le problème en charge par nous-mêmes. Non, vous comprenez pas. Qu'est-ce qui m'échappe? Ce qui vous échappe, c'est simplement que nous faisons de la politique. Donc, nous investissons des candidats à des élections. Et qu'évidemment, nous devons être vigilants sur qui nous investissons. Les autres partis font aussi de la politique comme vous. J'y viens aux autres partis, vous allez voir que c'est intéressant d'ailleurs. Non, mais il y a deux choses en fait. En fait, vous voulez rassembler deux choses qui sont distinctes. La justice, si ces femmes décident de saisir la justice, doit faire son travail, ça appartient à la justice et ça appartient à ces femmes. En attendant, quand il y a d'éventuelles responsabilités politiques qui sont confiées à des personnes et que des femmes viennent saisir le parti politique ou la formation politique pour dire il y a un problème, on étudie le cas et supporter qu'au moment où on parle d'investiture pour les élections législatives, uniquement politiquement, ce n'est pas de la justice, c'est de la politique. Oui, mais ces femmes devraient porter plainte. Le mouvement, mais je le crois, mais ça doit être leur liberté totale. C'est-à-dire que c'est un choix. Et nous, notre travail, en tout cas le travail de cette cellule, c'est de les accompagner et de les respecter, y compris d'ailleurs, Nicolas Barré, y compris d'ailleurs, dans la discrétion qui est parfois requise. Vous savez que nous avons communiqué sur le sujet parce que la presse a sorti des informations, mais ces femmes, au départ, ne souhaitaient pas que ces informations sortent dans la presse. J'allais dire, franchement, qu'une organisation politique se saisisse de plaintes, éventuellement, qui peuvent aboutir, c'est assez sidérant. Non, mais encore une fois, peut-être ne fais-je pas assez preuve de pédagogie, mais vous êtes dans une confusion. Ces femmes, si elles souhaitent donner suite judiciaire, iront porter plainte. Mais Clémentine Autain elle-même dit la justice est défaillante. Donc vous voyez bien qu'elle entretient une espèce d'ambiguïté là-dessus. Excusez-moi, je voudrais répondre à la question de Chana Mabrouk, si vous me le permettez. Ces femmes ont saisi un comité parce qu'elles ne souhaitaient pas voir Taha Bouaf investi et éventuellement devenir député. D'accord ? Et donc ça, c'est de la politique. Et ça, c'est de notre ressort, Chana Mabrouk. Et ça a été traité en 5 jours de manière exemplaire. Et d'ailleurs, des associations ont salué la manière dont cela a été traité. De l'autre côté, si ces femmes souhaitent donner une suite en justice aux accusations qu'elles donnent, eh bien, notre tâche sera de les orienter et de les accompagner. Mais vous dites que ça a été exemplaire. En revanche, oui, ce que je veux vous dire, c'est que... vous avez menti, que vous le saviez, en fait, que Clémentine Autain a laissé échapper le fait que la France Insoumise savait, pour les soupçons d'agression sexuelle depuis plusieurs jours, que vous auriez continué, pas vous personnellement, mais d'agiter le chiffon du racisme et de la meute politico-médiatique, alors que vous saviez que Taha Bouaf, et je dis soupçonné, parce qu'il y a droit à la présomption d'innocence. Vous avez raison de le rappeler, et c'est parce qu'il y a la présomption d'innocence que ce que nous faisons précisément, c'est de la politique et pas de la justice. Est-ce que vous le saviez, Monsieur Quatennens, bien avant, quand vous étiez en train de dénoncer le racisme supposé? Je vais vous dire une chose. Forcément, il y a eu une concordance des temps un peu étrange. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, Taha Bouaf, parce qu'il est un militant des cités populaires, parce que sa parole n'est pas calibrée, etc., beaucoup, lui, ont sauté dessus. Il a eu une vraie cabale d'extrême droite contre lui, pardon, pas qu'il y ait de confusion. Mais c'était avant. Attendez, mais c'est une femme d'arabe de service. Attendez, il n'est plus candidat, donc ne vous acharnez pas. Non, vous l'avez défendu à ce moment-là en disant que c'était du racisme de dire cela. Sinon, je réponds pas à vos questions. Vous me posez des questions, laissez-moi vous y répondre. Donc, à ce moment-là, nous défendons sa candidature parce que c'est nous qui choisissons nos candidats. Et pour des raisons politiques. Et nous les défendons. En revanche, dès lors qu'il y a eu cette saisine du comité de suivi, eh bien, le comité s'est mis en place, a fait ce que je viens de résumer, et ensuite une décision a été prise. Mais je veux vous dire, Chana Mabrouk, et insister là-dessus, c'est que, y compris si Clémentine Autain a eu une forme de discrétion sur la nature des accusations qui étaient portées contre Taha Bouaf, c'est parce que, d'abord et avant tout, ce qui doit primer dans ce genre de cas, c'est la parole et la volonté de ces femmes, qui ne souhaitaient pas participer aux mises en cause dont Taha Bouaf faisait l'objet. Voilà. Bon, Monsieur Quatennens, c'est important comme question. Je pense que les choses ont été résumées.
sauf si vous voulez assumer l'idée que dans une émission d'une demi-heure, vous consacriez la moitié à cette situation. Par contre, moi j'ai une chose à vous dire si vous le supportez. C'est que si toutes les formations politiques, Sonia Mabrouk, agissaient par rapport aux violences sexistes et sexuelles avec autant de réactivité et d'organisation. Monsieur Quatennens. On doit être fier de cette justice et l'encourager à écouter ces femmes et ces femmes à porter plainte. Mabrouk, en fait, vous refusez de m'entendre sur le fait que vous faites une confusion. Je vous le redis, nous ne confondons pas la justice qui doit pouvoir faire son travail et la politique. Les investitures aux élections législatives, ce n'est pas la justice d'en décider, vous êtes d'accord ? Les investitures aux élections législatives, c'est aux partis politiques d'en décider. Et c'est dans ce cadre-là, d'investiture ou non à des élections, que nous avons pris une décision politique. Alors je pose une question plus clairement. Est-ce que revanche, après, il y a la question... vous qui êtes attaché à ce combat, comme on l'est tous pour ces femmes, est-ce que publiquement, officiellement, en respectant leur choix, vous les encouragez à porter plainte? Bien sûr, bien sûr, je les encourage, mais c'est leur liberté et leur choix passe pour moi au-dessus de tout. En revanche, permettez-moi de dire ce que j'avais l'intention de dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette affaire et on a beaucoup parlé de Taha Bouaf, mais vous devriez, si vous le voulez bien, passer un peu de temps et je vous propose 30 secondes de loupe sur les investitures qui sont réalisées du côté de chez M. Macron. Parce que par exemple, dans la même circonscription que celle où Taha Bouaf a du coup renoncé, vous avez dans la 14e circonscription du Rhône, M. Yves Blin, qui fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel. Je n'ai pas vu qu'on s'en saisisse autant. Je continue si vous le supportez aussi. Vous avez en Dordogne, investi par M. Macron, M. Jérôme Perra, condamné pour violence conjugale. Et je pourrais parler de M. Benoît Simian, qui lui n'a pas été réinvesti, mais qui faisait l'objet qui était poursuivi pour harcèlement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas... C'est tout à fait évidemment condamnable, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne peut pas nous reprocher à nous de ne pas avoir fait correctement les choses. Voilà. Et si tous les partis politiques se saisissaient de la question des violences faites aux femmes de la même manière, avec un même niveau d'organisation, alors on s'en tirerait tous bien mieux, je le crois. Une dernière question, Mathieu Bock. La question du Burkini est de retour dans l'actualité aujourd'hui. Les grandes questions. Vous voyez, Éric Piolle, Mathieu Bock-Côté. Éric Piolle, c'est pas Mathieu Bock-Côté qui avance cette question. Pardon de vous dire que j'ai envie de me moquer un peu de vous, comme je me suis moqué du point et de valeurs actuelles. Parce que, vous voyez, on a 30 minutes d'émission. Les gens nous disent, alors, la retraite, c'est 65 ans ou 60 ans. Alors, le pouvoir d'achat, et Monsieur Bock-Côté arrive avec les gros sabots et le Burkini, franchement. Il s'appelle Éric Piolle, il vous soutient, je ne suis pas maire de Grenoble, il l'est, et il considère que le Burkini est un progrès social. Il est dans votre majorité, il est dans votre coalition, pardonnez-moi, est-ce que pour vous c'est un problème? Je ne suis pas certain que ce soit un progrès social, et d'ailleurs je ne suis pas certain qu'il nous appartienne à nous autres, les politiques, de décider d'éléments qui, à mon avis, sont de l'ordre du règlement intérieur des piscines municipales. Parce que, pardon de vous dire en revanche... C'est une question de règlement intérieur de piscines municipales de Burkini. Évidemment. C'est pas un symbole islamiste. Peut-être qu'en effet, c'est un symbole communautaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, encore une fois, souvent, il y a de la confusion. La question de quels vêtements nous portons à la piscine comme usagers d'un service public, d'accord, n'est pas une question de laïcité, Monsieur Bock-Côté. Vous en êtes d'accord ou pas? Non, la question de l'islamisme est une question de laïcité. Non, mais évidemment. Sauf que, Monsieur Bock-Côté, prenons un exemple précis. Si vous êtes, vous, agent municipal qui s'occupe d'ouvrir et de fermer la piscine municipale, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes donc soumis à la neutralité qu'on exige des fonctionnaires, c'est normal, c'est la laïcité. En revanche, les vêtements que portent les usagers d'un service public ou les vêtements que les gens portent dans la rue, comme Madame Le Pen qui avait l'intention de faire la police du vêtement dans la rue, cela n'a rien à voir, rien avec la laïcité. En revanche, c'est vrai, je déplore qu'il y ait tant de salive et d'encre consacrée dans le débat politique à quelque chose qui est pour moi en effet, pardon, mais du ressort d'un règlement intérieur et des questions d'hygiène, notamment dans une piscine municipale. Voilà. Nous avons eu l'occasion de balayer différents sujets. Merci en tous les cas d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous. Merci à mes camarades Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Très bon dimanche à vous sur nos antennes communes.